Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bonjour et bienvenue à l'épisode 2. Comment vas-tu, Isabelle? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, merci. Sur quoi tu travailles ces temps-ci? J'ai terminé d'écrire ma trilogie de fantasy urbaine et là, je travaille sur une nouvelle dans le but de la soumettre pour une anthologie l'appel de texte a été lancé par les éditions Inusité pour un recueil qui porte sur le solstice d'été. OK. Donc, j'ai commencé à travailler sur mon plan et c'est ça, j'ai décidé d'aborder aussi un peu les peuples autochtones parce que j'y touche légèrement dans ma série principale. Alors, j'ai décidé d'explorer un petit peu le sujet. Si jamais on a un auditeur qui veut être lecteur de sensibilité, qui s'y connaît bien dans les Premières Nations, là, je vais être à la recherche de ça sous peu. Ah, c'est bien, parce que tu vas toucher un peu au folklore ou Oui, plus... exact. Ils ont dans le fond, le 21 juin au Québec, au Canada, ça se trouve à être la journée des Premières Nations. Donc, je trouvais que c'était une belle occasion de mélanger les deux. Puis, c'est ça, donc parler un peu de leur folklore, leurs légendes, les traditions. Donc c'est ça. Puis, on sait que c'est quand même des sujets sensibles, surtout à l'ère du temps. Là, fait que je vais être sûre de faire ça dans les règles. Ah, c'est super intéressant quand même. Je ne savais pas, le 21 juin, je n'avais jamais porté attention. Je l'ai appris pendant mes recherches. Mais wow, non, mais pour vrai, c'est vraiment un bel addon, là, la journée du Ouais, solstice. Super. exact. Ouais. Et toi, sur quoi tu travailles? Ah, ben moi, j'ai pris quelques semaines de repos d'écriture au mois de décembre. Suite au NaNoWriMo, là, j'étais complètement brûlée là, mentalement parce que j'avais travaillé sur mon nouveau projet, j'avais travaillé sur la révision du tome 3 de ma trilogie. Et là, la trilogie s'est terminée. Et là, j'ai repris le travail dans ma nouvelle série, finalement, de fantasy absurde, appelons-la comme ça. Et je travaille encore sur le premier tome, là, qui finalement est beaucoup plus long que ce à quoi je m'attendais au début quand j'ai fait mon plan, parce que mes personnages m'ont joué des vilains tours de découvrir des nouvelles péripéties au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture. Donc, au départ, j'avais prévu quelque chose comme 60 000 à 70 000 mots, donc peut-être 350 pages, disons. Mm-hmm. Et finalement, je m'enligne pour atteindre plus 90, 100, 1000. Wow! Alors, une méchante brique. Fait que j'ai jamais écrit quelque chose d'aussi long que ça, donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais j'achève, là. Bientôt, je vais avoir terminé, puis on va pouvoir travailler à faire naître cette série-là. Faire briller le joyau. Oui. Ah oui, en tout cas, on va espérer que ça donne quelque chose d'absurde, mais de compréhensif quand même. Je te le souhaite. Digeste quand même. Super. Bien, aujourd'hui, pour notre deuxième épisode, on commence notre belle série d'entrevues et on commence notre belle série d'entrevues avec Mélanie Dufresne. Ouais! Alors, on fait ça entre nous aujourd'hui et on va apprendre à connaître un peu plus ma collègue de podcast. Nous sommes toutes les deux co-animatrices, alors on va apprendre mutuellement à se connaître un peu plus. Nous, on se connaît déjà un petit peu, mais pour nos auditeurs qui, eux, peut-être ne te connaissent pas, pourrais-tu nous parler un peu de toi, de quel genre de livre t'écris, etc.? Oui. Donc, ma première série que j'ai publiée est un space opéra de science-fiction. Donc, space opéra, de quoi on parle? On parle de grande échelle, donc voyage interstellaire entre plusieurs planètes, voire systèmes solaires. Donc, avec une intrigue qui s'étend là, sur des vastes étendues, beaucoup de personnages. Et on est vraiment dans la science-fiction, là. Oui, exact. Donc, futur où la Terre a été découverte par une société plus avancée. Il y a des technologies. Je me suis pas trop éloignée. Par contre, j'ai pas été dans les trucs vraiment extravagants. Mais donc, oui, un futur qui nous ressemble un peu, mais qui est à la fois différent.
Puis, j'ai aussi rajouté une touche de thriller. Donc, on est dans la course contre la montre avec une fin explosive ou surprenante. OK. J'ai eu bien du plaisir à bâtir mes intrigues. Et ça, c'était une série de combien de tomes? C'est une trilogie qui OK. est accompagnée d'une anthologie d'histoires courtes. OK. Donc, chaque livre peut être lu individuellement. Le 1, le 2 principalement. Le 3 est beaucoup plus agréable si on a lu les tomes précédents. Mais Oui. donc, chaque histoire se tient en elle-même puis boucle la boucle de sa propre histoire. OK. Super. Donc, ça fait quand même beaucoup de possibilités d'heures de lecture, là, si on considère les 3 livres plus l'anthologie. Oui, exact. Super. On n'était pas loin de 1000 pages, Et la trilogie. comment ça s'appelle, là, tu l'as-tu nommé, le titre? Oui, c'est la série Dominic's Camp qui OK. se trouve être le nom du personnage principal, Dominix, qui est un transporteur de marchandises délicates dans le bras d'Orion. Donc, il a un grand cœur, mais une morale douteuse. OK. Alors, ça donne toujours des situations bien amusantes. C'est un peu inspiré aussi des films de cambriolage, tu sais, comme Un boulot à l'italienne ou Ocean Eleven. C'est des gars super compétents, mais un peu absurdes des fois, là. Ouais, avec Donc, une touche d'humour, là. exact. On n'est pas dans exact. le sérieux. Pas tout le temps, non. OK. Parfait. Et puis c'est ça, on touche aussi un peu au thème, dans cette trilogie-là, on touche au thème de la famille, puis aussi de ce qui définit l'humain versus le robot ou l'androïde, ou l'humain modifié. Donc, dans l'univers, il y a énormément de préjudices contre les humains modifiés. OK. Ben, au départ, Dom n'a pas nécessairement de position là-dessus, mais va éventuellement devoir choisir, prendre une position, décider si oui, est-ce qu'il va du côté de la législation qui est contre les UBO, donc les humains robots, OK. ou est-ce qu'il va leur venir en aide ou intervenir en leur faveur. Mm-hmm. Ouais. Et mon autre série, elle, c'est une fantaisie urbaine. Donc, j'ai carrément sauté la clôture. J'ai changé de côté. Donc, la fantaisie urbaine, de ce côté-là, on parle d'un monde où le fantastique, le surnaturel fait partie du quotidien. Puis, on est dans un univers contemporain. Donc, au jour d'aujourd'hui, dans les rues de la ville, on se promène, puis le surnaturel est accepté ou connu. Puis, j'ai décidé de le mettre en scène dans la ville de Québec et avec notre folklore à nous. Donc, on est plus habitué aux classiques comme Twilight ou les autres auteurs américains comme Patricia Briggs ou Ilona Andrews. Ben, ça se passe dans des villes américaines ou parfois européennes. Puis, c'est pas mal tout le temps des légendes comme le loup-garou, le vampire, les dragons. Donc, beaucoup de légendes européennes. Ouais. Alors, j'ai décidé de reprendre nos légendes québécoises à nous. La Corriveau, la Dame Blanche, le Bonhomme 7 heures. Après ça, j'étais aussi un petit peu du côté du folklore amérindien avec le Wendigo, les sauteux, l'oiseau tonnerre qui vient peut-être plus du Mexique. Puis, j'ai aussi été étirer un petit peu la sauce du côté de l'Europe, donc des légendes irlandaises, russes. J'ai un dragon qui est d'origine danoise. donc c'est rempli de créatures de toutes sortes. De toutes les origines, un peu comme le Québec. Hein, notre population est constituée d'immigrants de toutes sortes de nationalités. Donc, j'ai vraiment été m'inspirer de ce côté-là. Alors, toutes ces créatures surnaturelles-là sèment le chaos dans la ville de Québec avec beaucoup de plaisir. Et puis, mon personnage principal est une jeune étudiante universitaire. Donc, l'histoire débute sur le campus de l'Université Laval. Et donc, elle cherche à obtenir son indépendance, donc trouver son identité propre, puis décider où est sa place. Parce qu'elle a été élevée par des créatures surnaturelles, mais elle ne l'est pas elle-même. Okay. Et donc, puis elle est en coulisses des négociations de sa famille adoptive qui tentent d'obtenir leur indépendance vis-à-vis de la lignée dirigeante qui se trouve être européenne. Donc, les créatures surnaturelles sont menées par des dirigeants européens. Okay. Et à l'instar des Québécois normaux, les Québécois surnaturels veulent aussi obtenir leur indépendance. Donc, je me suis bien amusée avec le thème de ce côté-là en me disant si les surnaturels étaient indépendantistes, qu'est-ce qu'ils revendiqueraient? Qu'est-ce qu'ils voudraient? Ah, super. Puis le nom de cette série-là, c'est?
C'est la série du Wendigo, donc j'ai été moins inspirée de ce côté-là. OK. Mais le tome 1 s'appelle La proie du Wendigo. OK. Parfait. Et le tome 2 sera disponible le 11 février. Donc, OK. ça va être Donc, ça vient l'ennemi du bientôt, Wendigo. là. C'est bientôt. Oui, dans quelques semaines. Ouais. Ah, c'est le fun. Et là, cette série-là est terminée. Et là, tu disais en ouverture que d'écrire, tu travailles sur un nouveau projet, une histoire courte, mais est-ce que tu as d'autres projets après cette histoire-là? J'imagine que c'est pas quelque chose qui va s'échelonner sur plusieurs mois d'écriture là, pour une petite nouvelle. Donc, j'imagine qu'après, tu as déjà un plan de ce que tu veux faire. Oui, exact. Ben, donc, cette nouvelle-là que j'écris pour le recueil, elle est dans l'univers du Wendigo. OK. Puis comme j'ai déjà d'autres nouvelles dans le même univers, je vais probablement un jour les regrouper puis les Faire une mettre autre anthologie. Exactement. Pour l'instant, je les envoie en exclusivité à les membres de mon infolettre. Donc, pour les remercier d'être fidèles au poste, je leur envoie gratuitement entre les parutions des tomes principaux de la série. Mais sinon, je dirais que dans l'avenir proche, je vais me pencher sur un projet d'écriture qui est inspiré par ma fille. Donc, ma fille avait 5 ans à l'époque quand elle m'a raconté cette espèce de début d'histoire-là, si on veut. Puis ça va être, de ce côté-ci, ça va être de la fantaisie épique. OK. Donc, ça va se passer dans un château. Il va y avoir un voleur, une princesse, un chien volant magique. Donc là, on est plus dans le classique médiéval, fantasy, Exact. c'est un peu? Okay. Exact. Donc c'est ça. Ça va être mon 3e genre littéraire en carrière, en autant d'années, donc en dedans de 3 ans comme auteur publié. Puis je t'avoue qu'une fois que cette aventure-là va être terminée, puisque je pense bien en faire une trilogie aussi, je vais probablement regarder, tu sais, laquelle des séries a été le plus plaisante à écrire et qui a le meilleur retour sur investissement, puis voir après ça où m'apporte la suite. Là. Je te dirais que mon plan s'arrête pas mal à la fin de cette prochaine trilogie-là. OK. Et là, tu dis que la prochaine série que tu vas écrire, c'est ta fille qui t'a inspiré l'idée. Donc, c'est une de mes prochaines questions. Je voulais savoir, toi, tu écris dans le monde du merveilleux, donc c'est toutes des choses inventées, si on veut. Mm-hmm. Donc, où tu puises ton inspiration? Est-ce que tu as d'où ça vient de tes enfants, c'en est un? Est-ce que ça vient de des rêves, de des livres que tu lis? D'où ça vient tout ça? Mes rêves sont plates à mort. Ah oui? Donc, non, je peux pas plaider ça. J'ai toujours été une grande lectrice depuis toute petite. Je pense que j'ai lu Bilbo le Hobbit, j'avais 9 ans. Oh, wow! J'ai fini Le Seigneur des Anneaux à peu près à 11 ans. J'ai toujours énormément lu d'imaginaire, donc les séries quand même assez classiques. Ceux qui jouent au jeu de rôle les connaîtront bien, là, comme Les Royaumes oubliés, Lance-Dragon. J'ai découvert aussi La balade de Pern par Anne McCaffrey, La romance de Ténébreuse par Marion Zimmer Bradley, donc un peu comme la science fantasy, parce qu'il y avait des éléments de science-fiction, mais beaucoup, beaucoup de fantastique. Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu aussi de fantastique dans ma science-fiction, parce que je savais pas qu'il fallait faire une cloison entre les deux. Ben, en fait, je pense qu'on a Non, le il y en droit a de pas faire vraiment. tous les mix qu'on veut. Exact, exact. Donc, je dirais que ça me vient beaucoup de la lecture que j'ai faite. Mon père était un fan de science-fiction là, au niveau de la télé, donc Star Trek, Stargate, Star Wars. Donc, chez nous, il n'y a jamais eu de guerre entre les Trekkies et Star Wars. Ça a toujours été... Tout était accepté. Exact, exact. On aimait tout le monde, on les prenait tous. Ah, c'est bon. Donc, ça a vraiment fait partie tout le volet de l'imaginaire a vraiment fait partie de toute mon adolescence. Puis pour moi, c'était comme, tu sais, j'étais toujours voulu écrire mes histoires, puis ça coulait de source d'aller vers ces genres littéraires-là. Puis après ça, les histoires, ben mes premières histoires, c'était un peu des pâles d'imitation de mes lectures préférées, si on veut. Tu sais, j'ai fait un peu un patchwork de toutes les histoires que j'aimais bien. Donc, à l'époque, c'était Diana Gabaldon qui faisait du voyage dans le temps en Écosse. Oui. Puis Mercy Thompson par Patricia Briggs, qui est des loups-garous avec des métamorphes. Donc, c'était des métamorphes en Écosse. Donc, ça a été la première histoire que j'ai écrite. Et puis, aujourd'hui, bon, ben, elle est cachée dans un fond d'un tiroir parce que c'était
Au même titre, un musicien ne vendra pas les billets pour ses premières répétitions. Donc, ma première répétition est cachée aux yeux de tous. Mais c'est ça. Éventuellement, à force d'écrire, j'ai découvert mon genre, puis j'ai développé mes univers un peu plus uniques, propres à moi. Super. Mais justement, à force d'écrire, tu dois avoir développé une certaine routine d'écriture. Donc, est-ce que tu peux nous parler de comment tu fonctionnes, toi, quand c'est le temps, là, justement, de créer? Est-ce que tu as un horaire préétabli? Genre, moi, j'écris tous les matins, tous les soirs, peu importe. Des objectifs, est-ce que tu fonctionnes avec un plan, une vision à long terme? Comment tu vis ça au quotidien? Moi, je suis quelqu'un de très organisé. Je tiens ça de ma mère. Je dirais, ma mère était du genre à avoir un agenda personnel puis un agenda professionnel. Donc, OK. ça m'a été transmis. Puis, ben, j'ai un travail donc de 8 à 4. J'ai 2 enfants, mon conjoint, le chien, la maison. Donc, j'ai pas le choix de caser l'écriture de façon assez draconienne dans mon horaire si je veux que ça marche. Sinon, ben, c'est ça. Quand j'ai eu mes enfants, je pense, à chaque enfant, j'ai été au moins 2 ans sans écrire. Parce que justement, c'était un peu trop chaotique. J'arrivais pas à trouver ma routine. Donc, pour moi, c'est ça. Si j'ai pas une routine en béton, ça finit par prendre le bord. Donc, les autres petites choses du quotidien finissent par prendre le dessus. Puis, ça finit que j'écris pas. Donc, moi, c'est le matin. On va porter les enfants à la garderie. Je m'assieds au clavier. Je commence à écrire tout de suite avant ma journée de travail. Donc, entre 30 minutes et 1 heure par jour. Puis Les jours? Oui, à tous les jours, OK. du lundi au vendredi de façon stable. Samedi, ça va dépendre déjà des enfants puis de la vie en général. Ou si je suis en fin de projet puis que là, les mots me brûlent le bout des doigts. Mais donc, c'est ça. Au moins 5 jours par semaine. Fait que ça me fait, avec ma vitesse d'écriture, ça me fait un objectif de près 5000 mots par semaine. Donc, ça me prend... mes premiers jets sont généralement du côté court, donc ça me prend entre 10 et 12 semaines écrire un premier jet. OK. Puis, donc, c'est ça. Donc, j'ai un objectif par jour de 1000 mots, mais qui est assez flexible parce qu'au bout du compte, si j'arrive à ma semaine à 5000 mots, je suis satisfaite. Là, OK. Je me le flagellerai pas parce que j'ai manqué mon objectif pour une journée. Non, je comprends. Puis, mais c'est ça. Puis plus j'écris, plus mon rythme est bon. Comme tu vois dans l'écriture du dernier tome de la trilogie du Wendigo, j'ai fait des pointes de vitesse là, à 2000 mots à l'heure. Donc, ce tome-là est écrit plus rapidement que les autres, là, définitivement. OK. Puis, donc, tu me parlais au niveau de mon organisation, moi, je suis quand même assez structurée, là. J'ai un plan. Donc, je me mets toujours dans mon horaire, dans mon calendrier maître. J'insère toujours 2 semaines pour penser à mon plan avant de commencer un projet. Donc, un coup que je commence le projet, un coup que je commence l'écriture, ben, j'ai une bonne idée de scène par scène, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi les grandes lignes. OK. Donc, si le matin même, quand j'arrive pour écrire, je ne suis pas sûre, ben, je me pars un chrono de 5 minutes et je planifie ma séance d'écriture. Parce qu'à partir du moment où je mets les doigts au clavier, ben je décolle pas. Là, mon temps est compté, puis après ça, la journée commence, puis on oublie ça. Là. Tu veux pas perdre cette heure-là que tu as mis de Non. côté pour ça. Là. OK. Exact. Donc, j'ai pas le temps d'aller regarder mes rapports de vente, j'ai pas le temps d'aller regarder mon Facebook, que ce soit personnel ou auteur. Si le chrono part, je commence à écrire, puis c'est ça que je fais jusqu'à ce que ça sonne. Puis là, après ça, ben, la journée normale commence. Donc, c'est une discipline, je dirais, pour ceux qui sont victimes de la procrastination, ben c'est le meilleur truc que j'ai à donner, là. C'est vraiment ça, c'est que tu t'assois, tu pars le chrono, puis tant pis pour le reste. OK. Donc, on peut dire que tu es quelqu'un de très, très organisé. Oui, Donc, je plaide coupable. ça doit être quelque chose qui doit t'aider aussi au niveau de l'édition de tes livres, parce qu'on peut le mentionner, tu es un auteur qui est édité, auto-édité. Donc, j'imagine que ça aide beaucoup d'être quelqu'un d'organisé quand vient le temps de s'occuper de toutes les étapes de la production d'un livre, finalement. Ah oui, clairement, parce qu'il y a tellement de choses à penser. Quand j'ai commencé à m'informer au niveau de l'auto-édition, je me suis partie un classeur de notes. Puis, je veux dire, à chaque jour, je rajoutais des choses, puis la liste se rallongeait. Puis,
la quantité de choses à faire, parce que du fait où on est une équipe d'une seule personne ou presque, là, on a des gens pour nous aider, mais au final, tout repose sur nous, ben la quantité de travail à faire pour voir un livre du début à la fin, publier puis le promouvoir, ben, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Donc, d'avoir un calendrier plus général pour les délais. Comme dire, bon, ben, telle semaine, je publie. Donc, si on y va rétroactivement, ben, telle semaine, il faut que j'annonce la sortie. Tant de semaines avant, il faut que je fasse faire la couverture. Puis après ça, d'avoir un autre calendrier pour plus le day-to-day, là, de écrire à telle personne, vérifier tel sujet, corriger les coquilles qu'un lecteur bêta a soulignées. Donc, toutes ces choses-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de suivi à faire à plusieurs niveaux, macro et micro. Là. OK. Donc, moi, je vais prendre des notes parce que je ne suis pas si organisée que ça. J'ai plein de bonnes idées là, de choses que je pourrais faire pour m'améliorer. Mais justement, on va parler un peu plus du côté promotion des livres. Là. On parlait beaucoup d'écriture, on va parler plus du marketing. Bon, une auteure auto-éditée, le marketing, c'est très important, j'imagine, pour toi, pour faire connaître tes livres. Donc, comment tu vois ça? Est-ce que pour toi, c'est un mal nécessaire ou c'est quelque chose que tu aimes, faire la promotion de tes livres, t'occuper du marketing, tout ça? Je suis venue à aimer ça au fil du temps. Donc, la première fois que quelqu'un m'a parlé d'auto-éditer mes romans, ça m'a passé complètement 200 pieds au-dessus de la tête. Jamais j'aurais conçu pouvoir m'auto-publier. OK. J'avais vraiment l'idée traditionnelle là, de donner mon manuscrit à quelqu'un, puis tu t'épousettes les mains, puis tu t'en vas là, dans le soleil couchant. Donc, j'ai découvert c'était quoi le marketing plus tard, puis comment le faire. Puis au début, c'est donnant parce que ça a l'air d'être une montagne infranchissable. C'est pire que le Mont Everest. Mais au fur et à mesure que j'ai appris c'était quoi, puis que j'ai compris que... Puis même après avoir publié le premier tome, puis voir ma première série, même je te dirais que ça a pris presque ma première série pour vraiment avoir une bonne conception de la chose, c'est que le nerf de la guerre, c'est la visibilité. Si on n'est pas visible, qu'on soit en librairie ou sur une boutique en ligne, si on n'est pas visible, le lecteur ne peut pas nous trouver, ne peut pas nous lire, ne peut pas nous aimer, nous laisser un commentaire, une évaluation. Puis c'est une roue qui tourne. Plus tu as de visibilité, plus le reste va suivre. OK. Donc, si on part de l'expérience que tu as acquis avec ta première série, est-ce que tu as utilisé ces connaissances-là pour mettre en place une stratégie pour ta deuxième série? Oui, vraiment, carrément. En fait, avant de décider à me diriger vers l'auto-édition, j'avais déjà mes 2 premiers tomes étaient déjà écrits. Donc, j'avais écrit Gemellus, le premier tome de ma série de science-fiction. Je l'avais envoyé aux maisons d'édition. Puis là, c'est notoire que ça prend entre 6 mois et 2 ans avoir une réponse d'une maison d'édition. Oui, ça c'est long. Donc, j'avais laissé le projet de côté parce que je savais que c'était ça la réalité. J'avais commencé à travailler sur Windigo. Bon, j'ai eu mon fils entre-temps, donc ça a pris comme 2 ans à finir le projet. Puis rendu là, bon, mais j'avais déjà reçu mes refus pour Gemellus, évidemment. Puis donc, j'avais les 2 premiers tomes entre les mains quand j'ai commencé à m'intéresser à l'auto-édition. Puis, visiblement, ben, ce qui ressort pas mal tout le temps dans tous les témoignages, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage, il faut se faire les dents, il faut trouver qu'est-ce qui marche pas, il faut trouver notre genre littéraire de prédilection, il faut trouver où sont les lecteurs. Donc, je me suis dit que de toute façon, j'allais continuer à écrire, peu importe ce que je faisais, puis j'allais raconter des histoires. Donc, je me suis dit, je vais terminer Gemellus, je vais le porter au bout. Donc, j'ai réécrit Gemellus, j'ai planifié le 2 puis le 3. Puis j'ai publié la série en ayant en tête que c'était une pratique. Okay. Que je savais qu'en faisant mes lancements, j'allais avoir des criquets. Tu sais, que ça allait être le vide intersidéral, pas faire de mauvais jeu de mots en science-fiction, et que j'allais vendre des peanuts, que ça allait être granulaire comme progression. Donc, ça n'a pas empêché que j'étais déçue quand je voyais que j'avais pas de vente. Là. Ouais. Mais j'ai lancé la série Dominique's Camp avec la ferme compréhension que ça allait être
poissons hors de l'eau sur le bord de la berge du lac là, qui allaient un peu se débattre. Donc, tu n'avais pas vraiment d'attente, là. J'avais des attentes, mais réalistement, je OK. savais que ça serait pas le succès dont je rêvais. OK. Puis, je savais donc que j'ai pris des notes tout du long, essayer de m'améliorer au lancement du tome 2, du tome 3, puis éventuellement au tome 3, ben, c'est là que j'ai appris la pub Amazon, c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Puis donc, pour tout appliquer ça à la sortie du tome 1 de ma série de fantaisie urbaine, puis le lectorat de la fantaisie urbaine est, à mon avis, plus large. Et ça m'a servi. Donc, mon lancement s'est passé de façon euh, très, très... tout s'est bien passé, tout a coulé de source, tout était mis en place d'avance. Mon infolette pour la rétention, mes programmations Facebook pour OK. mes pubs. Ben, justement, là, tu me nommes des outils. C'est quoi Oui. c'est quoi les outils que tu utilises de promotion? Puis, ce serait lequel, tu dirais, qui serait le... Je sais que on peut jamais en nommer un, là, mais qu'est-ce que tu dirais qui est vraiment ton incontournable là, parmi tous les outils de promotion que tu utilises? Ben, j'en utilise beaucoup. Oui. Principalement, donc je pense qu'au niveau d'un auteur, il faut avoir une plateforme. Puis par plateforme, j'entends quelque part où les lecteurs peuvent te retrouver. OK. Donc, j'ai un site web, j'ai une infolettre, puis les lecteurs reçoivent une courte nouvelle gratuitement à l'abonnement de l'infolettre pour les inciter, donc les inciter à s'inscrire. Ouais. Je suis présente sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. J'ai fait des essais avec Instagram, puis je sais pas, je n'étais pas une utilisatrice d'Instagram avant, donc je pense que ça me nuit un peu, puis j'ai plus ou moins de plaisir au final à l'utiliser. Puis ensuite de ça, je fais de la pub Amazon. Et je pense que la pub Amazon est la principale, c'est la clé de voûte de ma stratégie promotionnelle. C'est ce qui me donne le plus de visibilité pour le moins d'efforts. C'est sûr que c'est moins d'efforts, c'est plus d'argent, par contre. Oui. Mais le bémol que je mettrais, par contre, c'est que c'est pas pour un auteur débutant. Donc, je conseillerais à un auteur débutant de se diriger plus vers justement le site web, l'infolette, puis la présence sur les réseaux sociaux, plutôt que de se diriger vers la pub payante comme Facebook ou comme Amazon en sortant des portes de la case départ. Là. OK, donc ce serait quelque chose que tu recommanderais de faire en deuxième lieu, finalement. Exact. Ben, comme moi, c'est ça, j'ai commencé à promouvoir la série de Dominique Scamp quand le tome 3 est sorti. Parce que justement, tu vas investir un montant X pour promouvoir le tome 1 et tu vas faire ton argent sur les gens qui vont acheter le tome 2 et le tome 3. Puis si c'est une série encore plus profonde, mais là, c'est encore mieux parce que tes revenus sont exponentiels. Parce que si les gens aiment le tome 1, nécessairement, ils passent au tome suivant. Et c'est là que tu n'as pas eu à promouvoir le tome 2 et les tomes suivants. Donc là, c'est directement, les royautés vont directement dans ta poche. Tu n'as pas à débourser d'argent supplémentaire de promotion. Donc, un auteur qui débute devrait attendre d'avoir publié quelques livres au moins avant de commencer à investir dans de la publicité payante. C'est ce que je pense, oui. Okay. Au niveau de la rentabilité. Puis, c'est sûr que ça exige beaucoup de patience. Ça exige beaucoup de patience parce que tu vas être plusieurs mois, voire peut-être des années, si c'est quelqu'un qui écrit plus lentement, à avoir des ventes médiocres, à avoir par-ci, par-là des petits pics de vente, mais rien de plus. Donc, tu sais, je sais, ça a été pénible. Moi, la sortie du tome 1 a eu lieu en décembre, puis la sortie du tome 3 a eu lieu en juillet. Donc, il y a eu un 6 mois entre les deux. Puis ça a été 6 mois assez pénible, je dirais. Où est-ce que tu dis, il ne faut pas que j'aille vérifier mes rapports de vente, mais tu vas vérifier pareil, puis là, ben, il n'y a rien qui a bougé, puis là, tu es déçu. Puis là, ben, tu essaies d'aller écrire ton projet en cours, puis tu n'es pas nécessairement motivé parce que ça avance à rien. Mais c'est ça. Mais quand le tome 3 était sorti, puis j'ai commencé à le promouvoir, puis que les choses se sont mises à bouger, puis que mes ventes, ça s'est mis à augmenter. Mon petit diagramme, il est exponentiel là, au niveau de l'explosion de mes chiffres de vente. On passait d'une 20aine de ventes par mois à 60, 80, 100, puis des fois 200 d'un dernier mois, 300 même. Donc,
Tu sais, c'est Une c'est très, très, très ahurissant. belle différence, là. Oui, mais c'est ça. Sauf que, tu sais, si j'avais commencé la pub Amazon à la sortie de Gemellus en décembre 2019, je pense que j'aurais dépensé de l'argent que j'avais pas, là. OK. Donc, la pub Amazon, c'est vraiment quelque chose pour toi qui fonctionne bien. D'ailleurs, tu as écrit un livre à ce sujet-là, si je me J'ai trompe écrit pas. un guide, oui. C'est le petit guide de la pub Amazon pour les auteurs. OK. Et ça s'adresse aux auteurs. En euh, général, OK. donc, c'est sûr que mes exemples que j'utilise dans le guide sont tirés de mon expérience avec la science-fiction et le fantastique. Mhm. Par contre, ça pourrait s'appliquer aux ouvrages de référence, à la croissance personnelle ou à tout autre genre littéraire, là, que ce soit de la littérature blanche ou thriller policier. La plateforme reste la même, puis les grands enseignements, les grandes lignes à suivre restent les mêmes. Donc, j'ai je suis présente dans plusieurs groupes Facebook d'auteurs, puis je voyais les questions passer puis revenir, puis j'essayais d'y répondre le mieux possible, mais en commentaire sur une publication Facebook, tu peux pas tomber dans les grandes explications interminables. Déjà, tu dis que la personne ne lira pas jusqu'au bout. Ouais, Puis c'est pas facile à lire, surtout des fois sur un téléphone, là. exact, exact. Puis là, ben là, les gens te reposent deux, trois questions. Puis là, il y a d'autres gens qui ont des questions aussi qui se mêlent tu sais, dans les commentaires. Puis là, tu essaies de répondre à tout le monde, puis ça fait plus aucun sens. Donc c'est ça. Il y a un soir, je me suis assise, puis j'ai commencé à sortir les grandes lignes de ce que je trouvais important à savoir pour les auteurs, puis de ce que moi, j'avais appris donc dans les formations du côté anglophone que j'avais suivies, dans les livres d'auteurs anglophones que j'avais lus. Puis, je réalise que beaucoup d'auteurs francophones ne sont pas nécessairement à l'aise de lire des ouvrages de référence en anglais. Donc, toute la littérature qui est là à disposition, mais ils ne peuvent pas en faire l'usage ou ils ne sont pas à l'aise d'en faire l'usage. Donc, j'ai écrit mon guide, puis c'est un petit guide. Donc, le titre est vraiment révélateur de ce que c'est. Le guide fait à peu près 50 pages. OK. Il n'y a pas de capture d'écran pour à la plus grande tristesse de certains lecteurs. Par contre, tu peux ouvrir l'interface puis suivre pas à pas avec le texte, puis je veux dire, tout est là. OK. Puis c'est ça. Donc, le guide a reçu d'excellentes critiques, puis j'ai eu aussi des écrivains qui m'ont écrit pour me remercier, puis que ça s'est bien passé. Puis ceux qui m'écrivent aussi avec des questions plus techniques, ben, je leur réponds au mieux de mes connaissances aussi pour les aider. Donc, ceux qui ont des questionnements. Mais je pense que c'est important de communiquer les connaissances qu'on a pour que les autres réussissent aussi bien que nous. Tu sais, c'est pas une compétition un contre un, tu sais, être auteur. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu mentionnais être sur plusieurs groupes d'auteurs, donc c'est quelque chose qui est important pour toi euh, De de nos pa- suivants. oui, c'est ça, de partager avec d'autres auteurs, puis ben, de te faire connaître un peu par la bande aussi, parce que parmi les auteurs, il y a certainement des lecteurs aussi, j'imagine. Oui, effectivement. Par contre, moi, j'ai pour une règle personnelle de jamais faire de pub dans les groupes d'auteurs parce que je trouve ça outrageux. Mais bon, ça, c'est mes croyances personnelles. Mais oui, tu sais, je me rappelle, tu sais, ça fait pas si longtemps que j'étais une auteure débutante ou pas encore publiée, qui cherchait, puis j'ai cherché beaucoup. Il me semble que ça a été ardu, ça a pris des mois à trouver toute l'information dont j'avais besoin. Mhm. Puis en rétrospective, c'est correct parce que ça m'a donné le temps de l'apprivoiser, puis de l'interpréter, puis de la mettre à ma main. Mais ça a été ardu, là, ça a été beaucoup, beaucoup de recherches. Puis à un moment donné, tomber sur des ressources qui n'étaient pas nécessairement orientées pour les auteurs ou qui n'étaient pas pertinentes. Puis c'est du temps perdu au final. Donc, si les autres auteurs qui passent après moi peuvent bénéficier de mes connaissances, puis pas faire les mêmes erreurs que moi ou perdre du temps aux mêmes endroits que moi, ben je pense que ça vaut la peine de communiquer ces connaissances-là. Parce que dans une autre vie, j'étais instructeur d'équitation. Donc, la pédagogie, ça a quand même toujours un peu fait partie là, de mon background. OK. Donc, t'aimes ça redonner aux autres. Ouais, je pense que c'est ça. Ben, j'aimais ça enseigner. J'aimais ça. Je préférais surtout les élèves débutants à cheval, là. C'était mes préférés, là. C'était les débutants beaucoup plus que les étudiants avancés. Je pense qu'il y a quelque chose de le fun à initier quelqu'un puis de le regarder après ça se débrouiller Mhm. tout seul. À donner des outils pour pouvoir démarrer comme il faut, puis après, ben, évoluer chacun à sa manière, j'imagine, là. Exact, exact. OK. Donc,
toi, tu utilises, bon, on a parlé d'infolettres, on a parlé d'un site web, de page Facebook, de pub Amazon, ça fait beaucoup de choses. Est-ce que, Mhm. comment tu considères, comment c'est réparti le temps que tu investis dans le marketing de tes livres versus le temps que tu consacres à tes livres comme tels, là? Mais je parle de livres, ben, l'écriture, mais aussi, bon, la Mhm. révision, toutes ces choses, tout ce qui va autour du livre, finalement. Comment tu balances ton temps dans tout ça? Je pense que, bon, on a parlé de courbe d'apprentissage tantôt, puis ça revient encore à ça. On ne peut pas mettre en pratique tout ça tout en même temps. OK. Parce que ce qui est le plus long, c'est mettre en place ces outils-là. Mettre Mhm. en place ton site web, mettre en place ta page Facebook, bâtir ton following sur Facebook. Puis après ça, d'apprendre la pub Amazon, de créer tes campagnes. C'est toutes des choses qui prennent du temps. Donc, si tu essaies de tout faire ça en même temps, oh mon Dieu, c'est une mauvaise idée. Donc, moi-même, comme auteure débutante, j'ai commencé par faire mon site web. Puis après ça, quelques semaines plus tard, j'ai fait ma page Facebook. Quelques semaines plus tard, j'ai appris donc à utiliser les plateformes pour les infolettres, mettre en place mon automation. Puis donc, Mhm. tout ça s'est fait étaler sur, je dirais, un bon 4 mois. OK. Je dirais quand j'ai commencé, quand j'ai décidé de m'auto-éditer, donc j'ai passé un bon 6 mois à m'informer. Puis, je dirais qu'au mois d'août, j'ai commencé à mettre en place toutes mes bases, ma plateforme, donc ça, le site web, l'infolettre, etc. Puis, Gémelis c'est sorti en décembre. OK. Donc, c'est un bon 4 mois de préparation. Puis encore là, ça a pris un autre 6 mois avant que j'essaie de faire la pub Amazon. Je dirais à la sortie du tome 2, j'ai fait un petit peu de pub Facebook parce que Facebook essaie de me pousser un crédit de 20 $. Donc, je me suis dit, c'est correct, je vais l'utiliser. On va essayer. Oui, exact. Donc encore là, ben, ça a été fait sur quelques semaines où j'ai fait des tests là-dessus, puis j'ai regardé ça. Donc, je dirais qu'il faut vraiment prendre une tâche marketing à la fois pour l'apprendre, la mettre en place, l'utiliser. Puis un coup que c'est mis en place, ben là, c'est juste un petit peu de maintenance. OK. Parce que, comme là, mon site web, ben, je le vérifie. Je vais vérifier l'achalandage du site web de peut-être une fois par semaine, mais sinon, c'est quand j'ai une nouvelle sortie, je vais écrire un article de blog, je vais mettre à jour mes couvertures, ma page d'accueil pour nouveautés, projets en cours à venir, etc. Donc, mon site web me prend, je ne sais pas, 15 minutes une fois par mois. Après ça, l'infolettre, encore là, je vais regarder une fois de temps en temps si j'ai eu des désinscriptions ou des nouvelles inscriptions. Mais le seul temps que ça me prend, c'est quand j'écris mon infolette. Puis moi, j'envoie le 15 du mois, donc une fois par mois, puis quand j'ai une nouvelle sortie. Donc, écrire une infolette, je dirais, ça peut me prendre une demi-heure, 1 heure, mais sinon, le reste, les nouvelles personnes qui s'inscrivent à l'infolette, mon automation, elle est faite, ça se fait tout seul. J'ai pas à intervenir. Puis, donc, je dirais que par semaine, je vais peut-être mettre 2 heures en moyenne. C'est sûr que, mettons, en dehors des semaines de lancement où là, il y a plus de choses à faire. Là. Mais donc, je vais peut-être mettre 2 heures par semaine sur la promotion en général pour ça, versus à peu près 5 heures d'écriture par semaine. Puis c'est ça, donc j'ai déjà révisé en même temps que j'écris, mais maintenant je le fais plus. Donc, si j'écris pas, je suis en révision, puis si je révise, j'écris pas. OK. On Donc ne le fait pas tout temps. en même temps, s'il vous plaît. Non, c'est ça. Donc mon temps a été changé de l'un à l'autre. Là. Donc c'est ça. Donc, écriture et révision, c'est 5 heures par semaine, puis à peu près 2 heures de promotion par semaine. OK. Donc, ça reste quand même que tu écris plus que tu travailles sur ta promotion, mais Exact. versus avant que peut-être que tu as été une période où c'était plus important la quantité de temps, là, toute la période Oui. d'apprentissage, comme tu parles, que Ouais. peut-être tu n'as peut-être pas nécessairement mis l'écriture de côté parce que tu avais déjà écrit à l'avance. Mais OK. Donc, vraiment, une belle courbe d'apprentissage. Mais Ouais. ce que je retiens là-dedans, c'est que dans le fond, une fois que toutes ces choses-là sont mises en place, c'est pas toujours à recommencer. Là. C'est pas Dieu merci. une roue éternelle là, Non.
Ça ne devient pas nécessairement très pesant là, Mm. dans la vie au quotidien là, de s'occuper de sa promotion comme telle. Exact. Puis on vient avec des contacts ou des gens ou des plateformes sur lesquelles on sait qu'on peut se tourner au moment d'un lancement. Donc, on sait que, bon, mais j'ai tel nombre d'étapes à faire. Mon livre sort le 11 février, mettons. Bon, mais je sais qu'en janvier, je vais contacter mes chroniqueuses avec qui je fais déjà affaire pour le tome 1. Je vais aller sur certaines plateformes comme Simplement Pro. Je vais afficher mon livre pour avoir des services presse. Je Ben, sais que c'est je vais ça. écrire au service d'infolettes promotionnelles pour leur dire Hey, mon livre sort bientôt. Donc, c'est tout dans ma petite to-do list. Donc, c'est sûr que comme janvier prochain, ben oui, ça va être un mois plus chargé, puis ça se peut que je dédie plus de temps à la promotion. Par contre, c'est ça, moi, j'essaie d'avoir jamais plus qu'une tâche marketing par jour à faire dans mon petit to-do, ma petite liste. Donc, je suis jamais une journée de dire Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire que je peux pas écrire aujourd'hui. OK. Parce que Donc, c'est ça, j'allais demander en période de lancement, mm. c'est quoi pour toi l'action la plus ben, utile, la plus importante? Qu'est-ce qui, selon toi, tu pourrais pas faire un lancement sans faire cette action-là? Est-ce qu'il y a une chose qui se démarque des autres ou tu dirais que tout est pas mal important dans ta to-do list, justement? Ben, mettons, je tombe malade puis il faut que je choisisse ce que je fais, là, je vais Ouais. envoyer mon infolettre. OK. Parce que c'est des gens qui ont fort probablement lu le tome 1, qui ont cliqué sur le lien pour s'inscrire à mon infolettre, qui ont reçu ma nouvelle gratuite. Puis, donc, je sais que ces gens-là sont déjà, tu sais, j'ai peut-être déjà dépensé de l'argent en pub Amazon pour les avoir, ces gens-là. Donc, je n'irai pas dépenser de la pub sur Amazon pour qu'ils achètent le tome 2. Je vais leur écrire directement. Ils m'ont donné leur email. Donc, je vais leur écrire directement. Je vais leur parler de mon lancement parce que déjà, le jour du lancement, si j'écris à ces gens-là, ben, si j'ai 125 abonnés, ben, ça peut être, je ne sais pas, 50, 100 ventes qui vont qui vont m'avoir coûté absolument rien d'autre que 30 minutes pour écrire mon email, de l'envoyer, puis d'attendre les retours. Excellent, ça. Ouais. Vraiment. On aime ça quand c'est efficace. Oui. Écoute, merci beaucoup, Mélanie. J'aurais une dernière question en conclusion. Oui. Disons qu'il y a un écrivain débutant qui nous écoute. Ce serait quoi le conseil ou les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui débute? Je pense qu'il faut investir sur soi-même parce on est notre propre outil, on est notre force de travail. Puis au même titre qu'une grande entreprise qui investit sur la formation de ses employés, ben, il faut investir sur la nôtre. Et je pense il faut investir sur nos connaissances en promotion, en marketing, mais aussi il faut investir dans nos compétences comme écrivain. Parce que si l'histoire que tu as écrite n'est pas intéressante, les gens ne l'achèteront pas plus. Puis même si tu dépenses de l'argent en promotion, ton produit, au final, il ne vendra pas. Donc, de suivre des blogs d'auteurs, de lire des livres d'auteurs qui écrivent sur les dialogues, sur l'intrigue. Parce que là, tu dis investir, mais tu ne parles pas nécessairement de Investir du investir temps. d'argent. Oui, c'est ça, Ça peut être investir du investir temps. du Mhm. temps. Moi, de mon côté, je suis bilingue, donc comme cadeau de Noël, l'année passée, on s'était payé un abonnement à la plateforme Masterclass. Ah oui, ça, c'est génial. Exactement. Donc, il y a Neil Gaiman, Ah Margaret oui. Atwood, Dan Brown. Là, je suis en train d'écouter Baldacci. Je pense que c'est John Baldacci. Un autre dans la catégorie de Dan Brown, là, des thrillers OK. d'espionnage et autres. C'est passionnant, c'est super intéressant. Puis quand tu as écouté assez pour ceux qui ont moins de budget ou même si vous avez du budget, c'est super intéressant. Il y a Brandon Sanderson sur YouTube qui donne un cours universitaire à tous les hivers et qui l'enregistre et qui le met à notre disposition sur YouTube Oui, gratuitement. j'ai vu ça passer un épisode. Là. Je ne l'ai pas C'est regardé, mais excellent. je l'avais ajouté à mes favoris. J'ai juste pas C'est eu un cours l'occasion encore. universitaire Mhm. sur l'écriture de l'imaginaire. Donc, vraiment, en tout cas, moi, je le recommande à tout le monde et n'importe qui. Vraiment, c'est surtout que c'est disponible gratuitement. Puis, euh, donc, c'est ça. Quand tu en as assez écouté, à un moment donné, tu fais des liens de l'un à l'autre. Si tous les grands auteurs te disent de suivre tel conseil ou de ne pas faire telle erreur, ben, je veux dire,
Ce serait peut-être une bonne idée de les écouter. Tu peux faire ta tête de cochon puis continuer dans ta direction que tu es parti, mais je veux dire, si tout le monde tient un consensus de tous les grands best-sellers, ben je pense que ça vaut la peine d'être écouté. Puis moi, personnellement, mes meilleures idées me viennent souvent quand j'écoute ce genre de formation-là. Il me semble qu'il me vient tout le temps de l'inspiration pour débloquer quelque chose dans mon projet en cours. Super. Voilà. Ben, je suis certaine que ça va en aider plusieurs. J'espère. Et, merci beaucoup, Mélanie, de t'être prêtée au jeu de notre première entrevue du podcast. Oui. C'était bien plaisant. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à notre portion d'entrevue. Donc, c'était une belle émission. Je trouve qu'on a bien fait ça. On va se donner une petite tape dans le dos. On va se donner une petite tape dans le dos. On commence. On espère que les auditeurs qui sont présents ont aussi apprécié notre discussion d'aujourd'hui puis les conseils que tu leur as donnés, Mélanie. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous partager si tu as des plans cette semaine? Est-ce que tu as un objectif à atteindre ou quelque chose du genre? Cette semaine, je termine la révision du tome 3 du Windigo, donc la chasse du Windigo. Donc, j'ai 100 pages. Je ne sais pas en mots combien ça peut faire, là. J'ai peut-être un 40 000 mots à réviser cette semaine. Donc, c'est mon objectif en termes de chiffres. En termes promotionnels, j'avoue que j'ai un peu mis la pédale de frein là-dessus parce que je suis comme entre deux lancements. Donc, le tome 2 du Windigo sort pas tout de suite. Donc, j'y vais doucement, puis je prépare sa sortie. Donc, je conserve mon énergie, je conserve mon budget pour ce qui s'en vient. Donc, puis ça, ce serait de finir ma formation avec, je pense que c'est David Baldacci. Donc, continuer d'apprendre, continuer de m'améliorer. Ben, c'est un bon plan, je trouve. Oui. Puis toi, de ton côté? Pour ma part, c'est dur à dire, là. Non, j'aimerais réussir à terminer l'écriture de mon roman, mais je me mets pas de pression par rapport à ça parce qu'en ce moment, j'ai besoin d'y aller relax à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est le pendant de faire une activité comme la NaNoWriMo. Tu sais, moi, je l'ai jamais faite. Donc, mais c'est pas parce que je suis pas compétitive, mais je sais pas, j'aurais comme peur justement d'un petit peu de brûler trop d'énergie là-dessus. Donc, tu as toute mon admiration pour l'avoir fait, puis je te comprends d'avoir besoin un peu de repos. Ben, le problème, c'était pas tant de participer, le problème, c'était de réviser un autre roman en même temps, d'écrire un nouveau. Ça, c'était beaucoup trop. Donc, ne plus jamais refaire, mais oui, je vais certainement reparticiper au Nano l'année prochaine, mais avec rien d'autre dans mon agenda ce mois-là que ça. Bon plan. Ben, sur ce, ça met fin à notre belle émission d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis on se reparle bientôt. À bientôt! Bye bye!